C'est une méthode qui a été découverte par George Goodhart. Goodhart, c'est le bon cœur, pour ceux qui ont fait un peu d'anglais. Dans les années 60, il a découvert que le corps était en mesure de donner des informations sur la gestion de stress de façon non verbale, puisqu'il y a de nombreuses méthodes de gestion de stress. La kinésiologie a une spécificité, c'est qu'elle permet de demander au corps s'il est en mesure de gérer ou non des informations que nous lui donnons. Les informations peuvent être mentales, émotionnelles, nutritionnelles, physiques, voire autres encore. Donc, dans quelle mesure notre système nerveux, notre mental, est-il en mesure de gérer les informations de sorte que nous puissions avoir le choix et l'accès au changement. Alors ça c'est une chose très importante, c'est que nous parlons de blocage en kinésiologie, parce qu'il y a des freins qui nous empêchent d'accéder à des choix, des freins qui sont relatifs à des croyances, relatifs à des stress subconscients sur lesquels nous travaillons. Cette découverte est au départ une découverte neurologique basée sur le système neuromusculaire, et il faut bien faire la différence entre le kinésithérapeute, qui est un paramédical, avec des études spécifiques aux pathologies, entre autres, de kinésithérapie, et la kinésiologie, qui est une méthode de diagnostic énergétique basée sur les éléments que je vais vous montrer maintenant. Donc c'est un schéma qui représente le cerveau, et George Goodhart a mis en place, a découvert que le muscle pouvait donner une réponse binaire. Binaire, c'est-à-dire une réponse oui, non, par rapport à une question qui est posée au corps. Quand je dis une question, ce n'est pas une question verbale. Ça peut être touché, ça peut être montrer un symbole, ça peut être la nutrition, hein, donc on utilise aussi pour savoir si le corps gère les nutriments ou non. Donc le muscle est capable de donner une réponse binaire. Alors ça parle bien aux informaticiens. Nous avons entré des informations dans notre organisme. Informations qui sont issues du passé, pas uniquement du présent. Et nous portons en nous, dans nos chromosomes, une mémoire. La kinésiologie travaille aussi sur le stress généré par ce que nous sommes ici et maintenant. C'est-à-dire 10-20% maximum de mental et le reste d'émotionnel et de passé. Nous sommes au niveau de la famille une représentation de nos géniteurs, de nos arrière-géniteurs et ainsi de suite. Donc nous portons chacun en nous ces références du passé. Et George Goodhart a travaillé donc sur le muscle et a pu faire des liens entre les mécanismes neurologiques du cerveau et le système musculaire, mais et un lien fondamental qui est le système des méridiens. Le système des méridiens, donc la médecine chinoise prise non pas dans son entièreté, mais dans certains aspects qui permettent de travailler sur l'énergie. Donc les méridiens sont des trajets énergétiques qui ont été découverts il y a longtemps, et nous utilisons certains points. Nous apprenons 12 méridiens, plus quelques merveilleux vaisseaux qui sont aussi des trajets qui empruntent des méridiens. Et donc la médecine chinoise est partie intégrante de notre formation. Et il a mis donc en évidence que les méridiens étaient reliés aux organes
et aux émotions. Alors on peut, dans ce système, passer du cerveau au méridien, du cerveau au muscle, cerveau au organe, mais ce sera pour nous toujours le muscle qui sera la référence. Je m'appelle Elodie, je suis kinésiologue, je suis installée sur Carpentras et j'enseigne la kinésiologie donc dans l'école de Bernard Courreau. J'enseigne ce qui est en relation avec les sons et les couleurs, chakras, les archétypes, tout ce qui touche aux symboles et aux rituels. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire avec la kinésiologie par exemple par rapport aux couleurs. Donc, les couleurs, c'est des choses que nous avons, les couleurs, partout autour de nous, tout le temps, dans notre quotidien. Elle a toujours fait partie d'être intégrée dans les religions, dans les différentes cultures, avec des couleurs particulières. Par exemple, en Égypte, ils adoraient la couleur jaune, le soleil, donc on voyait beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, beaucoup de jaune. Chez nous, par exemple, quand on parle des fêtes de Noël, on pense forcément à la couleur rouge. Dans notre quotidien, la couleur rouge, on l'a par exemple dans l'alimentation, avec ce que nous mangeons. Vous avez toute la série des couleurs qui sont alimentaires, qui sont en relation avec le rouge. Donc, vous allez pouvoir avoir les tomates, les cerises, etc. Vous allez avoir tout ce qui est les couleurs qui sont vertes, vous allez avoir les haricots, les kiwis, les pommes. Le jaune, vous allez avoir les bananes, les poires. Dans ce qui est gris et blanc, vous allez avoir les oignons, par exemple, l'ail, les poireaux. Et dans tout ce qui est bleu et on va dire aussi violet, vous allez avoir le raisin. Là, il y en a un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Violet, bleu. Betterave. J'ai la betterave. Donc, les couleurs sont vraiment dans notre quotidien. Ce qui nous intéresse par rapport aux couleurs, c'est la vibration qu'elles vont nous apporter. Donc, avec la kinésiologie, on va servir de la vibration des couleurs pour pouvoir aider la personne à aller mieux et, comme disait Bernard, donc débloquer, enlever les blocages. Voilà. Donc, les couleurs, on les a aussi au quotidien dans notre façon de parler. Vous avez, dans votre façon de parler, vous employez des couleurs sans forcément vous en rendre compte. Vous allez dire « Ah, j'ai la main verte. Oh, tu fais grise mine. Oh, t'es rouge comme une tomate. » Et on intègre les couleurs à notre façon de parler. Ensuite, nous avons à avoir les couleurs, donc on a dit dans notre alimentation. Nous avons à avoir les couleurs dans nos lieux de vie, donc au niveau de notre domicile. Vous connaissez, vous avez entendu parler du Feng Shui, qui va gérer les couleurs dans les lieux de vie, etc. Et nous allons avoir les couleurs qui sont sur nous et qui amènent une vibration. Voilà. Au niveau de nos vêtements, la couleur, par exemple, une couleur que le corps demanderait, même si c'est une couleur que vous n'aimez pas, par exemple quelqu'un qui n'aime pas le rouge, en kinésiologie, on va peut-être lui dire que vous avez besoin de porter du rouge, parce que le rouge va vous apporter du tonus et de la vitalité. Et la personne va nous dire, mais moi, je déteste le rouge. Ok, vous n'avez pas besoin de la voir, cette couleur. Ça peut être un t-shirt qui est sur votre pull, une paire de chaussettes rouges, une culotte rouge, etc. Mais la vibration de la couleur va amener l'énergie dont la personne a besoin pour pouvoir aller. Donc la kinésiologie va nous permettre de demander au corps la couleur dont il a besoin. Dans notre quotidien, on a des couleurs aussi dans tout ce qui est extérieur, le ciel, le bleu, le soleil qui nous amène la lumière, la luminosité, l'énergie qu'il apporte. Et on a l'arc-en-ciel. Donc on va discuter des 7 couleurs d'arc-en-ciel. Donc le rouge qui représente la couleur de la vitalité, qui représente l'énergie. Donc quand on va demander à la personne de porter du rouge, c'est pour apporter plus de vitalité, plus d'énergie. La couleur orange, elle, va nous permettre de traiter tout ce qui est émotionnel. La couleur orange est aussi un antidépresseur, va permettre d'apporter de l'énergie lors des chocs. Voilà. Ensuite, on a la couleur jaune qui est en relation, c'est la luminosité, le jaune c'est la lumière, la couleur, voilà, ça nous apporte la clarté au niveau de l'esprit, ça va nous permettre de travailler sur notre rayonnement personnel, de nous apporter la joie. Ensuite, nous avons la couleur qui est verte, qui est en relation, le vert, avec la guérison. Voilà. C'est aussi la couleur verte, c'est la couleur qui est au centre de l'arc-en-ciel. Donc, il représente le passage entre tout le monde matériel, tout ce qui est en relation avec le matériel, et toutes les couleurs qui sont du bleu-violet, qui sont en relation avec le spirituel. Donc, la couleur est au centre, et cette couleur nous permet d'aller dans l'évolution, nous permet d'avancer.
Voilà. Ensuite, vous avez la couleur bleue, qui est en relation aussi, donc les 7 couleurs sont aussi en relation d'arc-en-ciel avec les chakras. Donc la couleur bleue, qui va nous permettre la communication, qui nous apporte la sérénité, le calme, et qui permet aussi, qui est basée sur l'écoute et l'écoute de l'intuition. La couleur indigo, qui est donc un bleu plus foncé, qui elle est basée sur la force de l'esprit et qui va nous apporter qui est basée vraiment une couleur sur la pensée et la créativité. Voilà. Et ensuite vous avez la couleur violette qui est une couleur de protection pour nous protéger des influences extérieures et qui est aussi une couleur qui va nous permettre de développer notre sensibilité et notre créativité. Donc en kinésiologie, on va servir de ces couleurs et la vibration de ces couleurs pour pouvoir aider la personne à aller mieux. Comment? À travers plusieurs méthodes. Le mode émotionnel, donc, et la kinésiologie, quand on travaille sur les couleurs, c'est un mode qui est, Bernard disait tout à l'heure les modes, les différents modes structurels, etc. C'est un mode émotionnel, la couleur. Donc on va aller travailler sur les émotions qui sont rattachées aux couleurs. En kinésiologie, vous avez plusieurs soins, plusieurs protocoles différents qui sont rattachés à la couleur. On va toujours aller demander à la personne si, par rapport à une difficulté, le mode émotionnel sain, le mode de la couleur sort. On va aller regarder dans quel domaine on va aller apporter de la couleur à la personne. On en a plusieurs domaines, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être de travailler avec la personne sur le lieu, parce que chez elle, par exemple, il va y avoir trop de rouge, par exemple dans sa chambre à coucher. Ça, le test musculaire va indiquer. On va sortir une couleur rouge. On va d'abord se renseigner sur le lieu, la maison, une abondance de couleurs, par exemple rouge, donc trop d'énergie dans la chambre à coucher. Donc là, le corps va nous dire qu'il va falloir enlever de la couleur rouge. Et on va pouvoir demander quelle couleur on doit mettre à la place. On va pouvoir aussi servir de la kinésiologie pour travailler sur des douleurs. Une personne qui a une douleur particulière à un endroit, par exemple dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, on va pouvoir servir de la kinésiologie pour aller toucher la partie du corps qui est sensible et demander au corps, si le mode couleur sort, quelle couleur on a besoin d'amener sur cette vertèbre pour aider la personne. Mais c'est toujours, l'information nous vient toujours de la personne qui est là avec nous. Ensuite, on va pouvoir se servir de la couleur en apportant des compléments alimentaires, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux couleurs. On va pouvoir s'en servir par rapport au chakra, c'est-à-dire que l'énergie du corps va demander à apporter telle ou telle couleur. Là, on va pouvoir travailler sur des inspirations. On va demander à la personne d'aller inspirer, par exemple, une faiblesse d'énergie. On va demander à la personne d'aller inspirer la couleur rouge et de venir la placer au niveau de son premier chakra. Voilà. Donc, en kinésiologie, on a une multitude de connaissances, d'informations diverses qui nous permet d'aller toucher des domaines différents. Alors, que ce soit les lieux, la personne en elle-même par rapport à sa façon d'être lotie, que ce soit son alimentation ou son énergie au niveau du corps et des chakras. Voilà, donc ça c'est une petite explication pour vous donner pour les couleurs. Mais ce qui nous intéresse par rapport aux couleurs, c'est la vibration que la couleur va apporter à la personne. Voilà. Donc avec les différentes couleurs et les différentes émotions qui sont rattachées aux couleurs. Voilà. Je te laisse. Merci. Donc je vais en fait là vous parler des réflexes archaïques et primitifs. Donc c'est quelque chose dont on entend encore assez peu parler, trop peu parler à mon goût. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je me suis plus investie dans ce domaine-là. Donc en fait, pourquoi les réflexes et pourquoi j'en suis arrivée en fait à m'intéresser aux réflexes? Alors c'est tout d'abord, en fait c'est parti du constat, enfin en discutant avec une personne qui était un peu spécialisée là-dedans et en lui parlant des difficultés que j'avais avec un de mes enfants, avec ma fille, et en me disant je ne sais pas comment m'en sortir, je ne comprends pas son attitude, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, etc. Donc, pour la petite histoire, elle faisait énormément de colère, elle gérait très mal ses émotions, enfin, c'était assez compliqué. Donc, elle se mettait dans des états extrêmement débordants. Voilà. J'ai constaté par ailleurs qu'il y a beaucoup d'enfants dans mon entourage, à l'école, dont j'avais des témoignages comme ça, qui avaient des difficultés. Alors,
soit des difficultés scolaires d'apprentissage, hein, tout ce qu'on connaît, la dyslexie, les enfants qui ont du mal à lire, qui écrivent pas bien, qui comprennent pas bien, etc. Donc ça, on connaît. Il y a tous les enfants aussi qu'on classe en hyperactifs, ou du moins turbulents, un peu trop rumiants, dont les parents ne savent pas trop comment les gérer, les enseignants non plus, et pour lesquels on ne sait pas trop quoi faire, hein, c'est-à-dire sans que ça soit vraiment pathologique, puisque l'hyperactivité, bon, c'est vraiment une classe très particulière de pathologie. Mais il y a quand même des enfants voilà, qui ont un comportement un peu qui peut être dérangeant sans qu'on sache trop pourquoi. Et puis il y a également tous les enfants qui sont en manque de confiance en eux, qui sont hyper timides, qui n'osent pas aller vers les autres. Voilà. Et c'est aussi souvent problématique, déjà pour eux, c'est pour eux, et puis pour l'entourage, la famille, à l'école, etc. Donc à partir de ça, j'ai aussi vu qu'il y avait dans ce qui était proposé aux enfants avec ce type de difficultés, c'était assez limité. Enfin, il y avait des limites dans toutes les pratiques. Hein, c'est-à-dire qu'on connaît un enfant qui n'avance pas bien à l'école, on l'envoie chez l'orthophoniste. C'est parfois nécessaire, hein, souvent nécessaire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Un enfant qu'on ne sait pas trop gérer, on ne va pas faire voir quelqu'un de l'ordre des psys, mais là aussi ça ne donne pas toujours des résultats. Donc voilà, il semblait que là il y avait quelque chose, peut-être un manque, enfin je ne sais pas comment manquait d'outils. Et donc à l'occasion de formation, j'ai pu découvrir ce qu'étaient les réflexes. Et ça a fait vraiment tilt par rapport à tout ce que je vous ai cité auparavant, à savoir donc, les difficultés émotionnelles, les difficultés d'apprentissage. Voilà. Donc je me suis engagée là-dedans. Alors, les réflexes, c'est quoi? En fait, les réflexes, ce sont des mouvements qui sont automatiques, qui sont réflexes, hein, qui se mettent en place dès la période de gestation, donc pendant la grossesse, hein, pour certains, qui fonctionnent en fait à partir de la grossesse, ou pour certains qui apparaissent au moment de la naissance ou un peu après. Ces réflexes-là, ils ont un fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a une période, il y a le moment où ils vont émerger, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître et se manifester. Donc ils vont se manifester pendant une période plus ou moins longue selon les réflexes. Et il y a un moment donné où ces réflexes, normalement, ils ne doivent plus se manifester. C'est-à-dire qu'ils vont être ce qu'on appelle intégrés et ils vont en quelque sorte disparaître. Alors ils ne disparaissent pas complètement, en fait ils s'intègrent dans un autre réflexe ou dans le schéma moteur et dans le schéma sensoriel. Simplement, certains sont encore présents pour nous permettre, en cas de la survie, hein, en cas de danger ou autre, ils sont capables de réapparaître. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, alors j'ai un peu du mal à parler. Au niveau du rôle des réflexes, donc ils ont plusieurs rôles, ces réflexes. D'une part, de par les mouvements qu'ils vont inciter le bébé à faire, ils vont activer sa musculature et donc lui permettre de renforcer en fait sa tonicité musculaire. Et donc à force de s'activer, ils vont permettre à l'enfant de développer son schéma moteur. Et ils vont également permettre, par cette activation, de créer donc, des liaisons au niveau des neurones. Parce qu'en fait, un enfant, à la naissance, il a son cerveau qui est formé. Simplement, il y a des neurones, tout le système qui est développé dans le tronc cérébral, hein, donc dans le cerveau reptilien, donc qui est nécessaire à sa survie. Donc il va être capable de pleurer s'il a faim, s'il a froid, s'il a soif, s'il n'est pas bien. Mais à part ça, il ne sait pas faire grand-chose, un nouveau-né. Hein. Donc c'est petit à petit, on voit que jusqu'à la période d'intégration des réflexes, qui se passe à peu près durant la première année de vie, c'est-à-dire jusqu'à l'acquisition de la marche, grosso modo, en fait, il va passer du stade où il ne sait rien faire jusqu'à un stade où quand même il fait pas mal de choses quand il a à peu près l'âge de 1 an. Voilà. Donc toute cette activation des réflexes va renforcer, créer en fait des réseaux au niveau de ces neurones jusque dans les autres parties du cerveau, à savoir le cerveau limbique, donc, qui va gérer tout ce qui est au niveau émotionnel, et le néocortex pour ce qui est donc de l'apprentissage et de la pensée construite.
Voilà, alors le travail sur les réflexes, comment je vais procéder donc, au cours d'une séance. Bon, moi je travaille beaucoup avec les enfants, on peut travailler également avec les adultes, mais c'est un peu moins courant, mais ça se pratique aussi, ça m'est arrivé de le faire aussi. Donc dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle l'anamnèse, qu'on fait dans toute séance de kinésiologie. Donc on va en fait on va poser des questions à la personne pour faire un petit peu le point sur un certain nombre d'éléments. Donc dans l'anamnèse par exemple, je vais demander à la personne, oui parce que ce que je ne vous ai pas, donc en fait le rôle des réflexes, enfin on verra après, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'est-ce qui va entraver le bon développement et la bonne intégration de ces réflexes. Donc les réflexes, comme je vous ai dit, ils émergent à un moment donné, ils se manifestent et puis à un moment donné, petit à petit, ils disparaissent. Donc il peut y avoir des moments où en fait ces réflexes n'émergent pas, où en fait ne s'activent pas bien. Par exemple, il y a des réflexes qui sont très impliqués au moment de l'accouchement. Et donc un accouchement qui a lieu par exemple sous césarienne, ou un accouchement qui est très très rapide, trop long, qui a trop d'aide extérieure, qui est déclenché, etc., va créer très souvent une perturbation au niveau des réflexes. Donc on va retrouver des difficultés liées au fait que la naissance par césarienne n'étant pas passée par voie basse, certains réflexes ne sont pas stimulés, ne sont pas activés au moment de la naissance. Voilà. Après, les entraves qu'on peut avoir au niveau des réflexes, qui sont basés sur les mouvements, c'est un enfant qui ne peut pas bouger suffisamment. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on va laisser dans un maxi-cosy, par exemple, qui est super pratique, parce qu'on va dans le salon, du salon on met dans la voiture, de la voiture on met sur le chariot du supermarché, et puis on fait la même chose en sens inverse. Et ces enfants qui passent des journées entières dans des maxi-cosy, où ils sont comme ça, et ils font comme ça, mais ils ne peuvent pas vraiment bouger. Donc, il y a ça. Après, il y a tout ce qui peut être stress pendant la grossesse, que ce soit le stress de la maman, un choc, une émotion. Il y a tout ce qui peut être stress alimentaire, des allergies, des intoxications. Il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir et empêcher le bon développement et la bonne intégration de ces réflexes. Donc en séance, je fais donc une analyse, je pose un certain nombre de questions justement sur la grossesse, comment s'est déroulée la grossesse, comment s'est déroulé l'accouchement, comment a évolué l'enfant dans les premiers mois de sa vie, évidemment comment il est actuellement et pourquoi la personne m'amène son enfant, bien évidemment. Donc ensuite, je vais faire un certain nombre de tests. Alors je vais me servir pour certains du test musculaire qu'on a vu tout à l'heure avec madame, donc pour pouvoir tester en fait effectivement s'il y a un muscle fort ou si ça déverrouille, et puis d'autres c'est sur l'observation. Voilà. Les techniques ensuite qui vont être utilisées pour intégrer ces réflexes, il y a plusieurs types de techniques. Il y a ce qu'on appelle les pressions isométriques. Donc les pressions isométriques, c'est un petit peu comme le test, c'est-à-dire c'est des pressions qui sont très douces, contre lesquelles la personne va résister légèrement. Donc si c'est par exemple des réflexes au niveau de la main, donc je peux vous parler après, je peux vous faire une petite liste des réflexes. On a des réflexes au niveau de la main qui sont les réflexes d'agrippement. Vous savez tous qu'un bébé, quand il naît, dès qu'on lui met quelque chose dans la main, il s'agrippe. Ce réflexe-là, évidemment, il disparaît par la suite. Sauf que, par exemple, si ce réflexe-là n'a pas complètement disparu, l'enfant ou la personne, même adulte, va encore avoir des crispations dans les mains à chaque fois qu'elle tient quelque chose dans la main. Ce qui peut donner des personnes très maladroites pour bricoler, ou qui écrivent très mal, ou qui vont avoir vraiment des tensions, des douleurs dans la main, et qui ne vont pas être à l'aise avec la motricité fine. Donc sur ces techniques d'intégration, par exemple les pressions isométriques, ça va consister sur la main par exemple à faire ouvrir la main et à exercer une légère pression pendant que la personne résiste au fait que je vais essayer de lui ouvrir la main à fond. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les pressions isométriques. Il y a une autre technique d'intégration des réflexes qui s'appelle le RMT, c'est-à-dire Rhythmic Movement Training, qui a été mis au point par un psychiatre suédois et qui consiste en des mouvements rythmiques. Voilà, donc ça c'est une méthode qui en fait qui n'est pas enseignée là dans le programme de FFT, qui consiste à des mouvements rythmiques qui sont des
grossesse et pendant leur première année de vie. Voilà, et il y a ensuite également, pour aider à l'intégration, donc pour compléter l'intégration, des réflexes, des mouvements de brain gym. Donc, je ne sais pas si j'arrive un petit peu en retard, si Bernard a parlé du brain gym. Donc voilà, le brain gym, c'est un ensemble de mouvements qui a été mis en point par Denison, dont il a parlé tout à l'heure, et qui sont des mouvements qui vont permettre donc au cerveau de bien fonctionner dans plusieurs dimensions, donc la dimension au bas, la dimension droite-gauche, la latéralité et la dimension avant-arrière. Donc ces mouvements-là vont également aider à l'intégration de ces réflexes, et puis encore pas mal d'autres petits mouvements qui vont venir renforcer tout ça. Ensuite, souvent, je donne, c'est une forme de rééducation finalement, l'intégration des réflexes, et ça va... il y a le travail que je vais faire en séance, notamment sur les pressions isométriques. Et après, je peux donner du travail de renforcement à faire à la maison, des petits exercices qui sont en fait des exercices de rééducation, sachant que quand vous allez chez le kiné, c'est 2 fois par semaine. Chez l'orthophoniste, souvent au départ, c'est 2 fois par semaine. Et que moi, je ne peux pas avoir les personnes 2 fois par semaine, n'étant pas prise en charge par la Sécu. Donc, en fait, le travail est à faire à la maison entre les parents et l'enfant pour suivre le travail. Voilà. Donc, décidément. C'est bon ? Voilà. Bon, ok. Sinon, je fais une petite démo. Mais... Si tu as 5 minutes de démo, oui, sinon. Ouais, ok. Voilà, sinon j'avais fini pour le blabla. Alors, je ne sais pas sur quoi je pourrais... Est-ce que quelqu'un a, par exemple, des difficultés au niveau un peu, je dirais, émotionnel, a des grosses colères, gère pas forcément très bien, ou a un excès de timidité, voilà. Et voudrait éventuellement tester, voir s'il y a un réflexe qui est présent ou pas, ou quelqu'un a envie de tester plusieurs réflexes, je peux faire rapidement une démonstration. Ouais. Voilà. Vous pourriez enlever vos chaussures. Ça va comme ça être plus pratique. Voilà. Donc pendant que la personne, alors peut-être avancer un petit peu par là, voilà, la personne en fait va mettre ses 2 pieds l'un contre l'autre. Bon, c'est bien parfois de le faire sur une surface un peu molle, mais là c'est pas très grave. Donc, déjà, je vais aussi observer la posture, parce qu'on observe beaucoup la posture. Je vais lui demander, en fait, de baisser la tête, comme pour regarder ses pieds. Voilà. Et donc, à ce moment-là, déjà, j'observe la personne par rapport à son équilibre, par rapport à comment elle se sent. Est-ce qu'elle se sent bien dans cette position ou est-ce qu'elle a tendance à vaciller? Moyen. Et puis, je vais faire... Alors, bon, j'ai pas... vous tenez votre bras? Ok, juste je vais faire une vérification pour voir que mon test fonctionne. Donc voilà, vous regardez vos pieds. Voilà, donc là je fais un test, a priori le test me dit qu'il n'y a pas de stress là-dessus. Donc vous allez faire la même chose en fait en fermant les yeux. Voilà. Comment vous vous sentez comme ça? Voilà, ça vacille un peu plus. Voilà. Donc vous tenez votre bras, et là, voilà, on voit qu'il n'y a pas de... C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux, redresser la tête. Donc on voit que les yeux fermés, déjà au niveau de sa posture, il y a eu un petit peu, elle s'est penchée un petit peu en avant. Vous l'avez senti? Voilà. Et donc ça crée un stress. Donc ça, c'est le réflexe tonique labyrinthique avant. Et on a donc le réflexe tonique labyrinthique arrière. Donc là, je vais vous demander en fait de mettre la tête en arrière comme pour regarder en arrière. Voilà. Vous vous sentez dans cette position? Pas trop bien? Voilà. C'est une position que j'aime pas. C'est une position qu'elle n'aime pas, donc déjà ça aussi c'est un indicateur. On voit qu'elle ne va pas très très loin derrière. Est-ce que vous pensez que vous pouvez fermer les yeux en avant derrière? Voilà, c'est pareil. On observe aussi qu'elle ne se sent pas très très bien. Donc par exemple le réflexe tonique labyrinthique arrière, c'est un réflexe qui va permettre au bébé, quand il est à plat ventre, de relever la tête jusqu'à ce qu'effectivement il apprenne à soulever sa tête et puis petit à petit à redresser le tronc, etc. Puisque tout le développement moteur de l'enfant, c'est grâce au réflexe qu'il va pouvoir évoluer dans son développement moteur. Voilà, il y a un autre réflexe qu'on peut tester debout également. Donc là, vous allez tendre les bras devant vous, un peu plus bas. Voilà. Vous allez lâcher vos mains, vous les laisser tomber.
Vous allez fermer les yeux. Au niveau de la nuque, ça va? Vous n'avez pas de soucis? Non. Non. Donc vous fermez les yeux et vous vous laissez faire. Voilà. Donc là, on voit que vous pouvez ouvrir les yeux. Il y a les bras qui se décalent un petit peu vers la gauche. Bon, c'est pas très très flagrant. Alors ça, c'est celui qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, qui donne en fait chez un bébé, quand le bébé, il va dire qu'il est comme ça, accouché, quand il va tourner la tête d'un côté, en fait, il y a son bras et sa jambe qui vont s'étendre. Hein, donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais du coup, on retrouve ce réflexe quand il n'est pas bien intégré, souvent, très très souvent dans la difficulté scolaire, d'apprentissage et dans la dyslexie. Donc il est en lien avec la latéralité. Et donc ça va donner des personnes qui vont faire ça quand on va leur tourner la tête ou qui vont faire ça. Voilà, hein, on exagère un peu. Voilà. Et puis je vais en tester un dernier. Je peux, Bernard? Alors si vous voulez bien vous allonger sur la table, mettez votre tête par ici. Voilà. Ça va ou je gêne pas? Pardon? Je n'ai pas attrapable. C'est pas grave. Vous voulez un petit coup? Pardon, ça va, non? Ça va? Ok, donc là, alors je vais faire un test. Vous allez plier les genoux comme ceci. Vous allez vous laisser faire. Donc je vais allonger vos jambes. C'est bon? Donc là, je fais ça et je teste. Maintenez. Ok. Posez. Alors, la tête, je ne vais pas y toucher. On fera un autre test. Maintenant, je peux passer ma main devant vos yeux. Maintenir, tiens. Vous allez fermer les yeux. Je vais faire un petit peu de bruit à côté de vos oreilles. Maintenez. Ok. Vous allez mettre vos bras comme ceci. Je vais tapoter un peu vos bras. Maintenez. Ok. Bon, là ça tient. Ça c'est ce qu'on appelle le réflexe de Moreau, que vous avez tous vu chez les bébés, qui est le réflexe que soit quand on incline le bébé, qu'il a un peu la tête qui part en arrière ou qu'il y a un bruit soudain, il va en fait faire comme ceci et puis après il va se recroqueviller. Et donc ça c'est un réflexe qui est très impliqué dans tout ce qui est trouble émotionnel. Voilà, donc là, de ce côté-là, tout va bien. Bon, merci pour la Merci beaucoup. démonstration. Depuis 2011, kinésiologue, et j'enseigne donc la kinésiologie. J'ai étudié la kinésiologie avec Bernard et j'ai découvert cette pratique à un tournant de ma vie, un tournant important. Et alors j'ai rien préparé parce que j'étais en cabinet, j'ai vite fermé le cabinet et je suis venu directement. Par contre, ce que je pourrais dire de la kinésiologie? C'est un outil intéressant parce qu'elle absorbe toutes les autres techniques. En fin de compte, ce qui est intéressant à entendre dans la kinésiologie, c'est que vous pouvez être performant dans votre domaine. Mieux encore. C'est-à-dire, si vous travaillez avec les plantes. L'avantage de la kinésiologie, c'est de pouvoir tester sans même analyser. Parce que le souci de tout le monde, c'est de toujours vouloir faire au mieux. Mais c'est suivant ma pensée, suivant mon état émotionnel ou ma description. Donc, normalement, on dit à un kinésiologue d'être neutre et bienveillant. Et derrière, on peut mettre en place des idées, on peut mettre en place un jugement, certaines pensées. Et là, ça peut interférer dans l'équilibre complet de la personne. Pourquoi l'outil kinésiologique est important et intéressant? C'est qu'en vrai, elle permet d'accéder à l'intelligence inconsciente et innée de la personne. On appelle ça généralement l'homéostasie. Et c'est un principe de guérison. Alors on ne l'utilise pas dans notre jargon parce qu'on ne soigne pas, c'est vrai, on ne prescrit pas non plus. Mais par contre, on aide les personnes à lever certaines barrières, blocages, peur, phobie, angoisse, dépression et certaines douleurs qui sont des fois liées à certaines mémoires du passé.
Et par l'intermédiaire de la kinésiologie, on peut aussi travailler en récession d'âge. C'est-à-dire parce qu'il y a une mémoire. Et généralement, ce qui se passe à travers cette mémoire, c'est que la personne, lorsque elle revit le moment, c'est-à-dire il y a un événement, un déclencheur, ce déclencheur va vous rappeler instantanément le problème, mais inconsciemment. Et puis, la personne va se sentir dans un état désagréable. Elle ne va pas se sentir bien. Et là, elle ne sait pas pourquoi. Donc, l'outil de la kinésiologie permet justement de mettre en place un objectif qui est clair. C'est-à-dire, on va déterminer avec la personne, pas le problème, mais ce qu'elle souhaite obtenir comme résultat. Donc, généralement, on établit un objectif positif. Ensuite, une fois qu'on a mis en place l'objectif positif, qu'est-ce que l'on fait? On fait un super défi à la personne. Le super défi, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de relever ce défi? Ce que tu souhaites accéder? Une personne, elle pourrait dire, moi David, j'aimerais avoir confiance, là je suis en train de parler de moi, avoir confiance en moi lorsque je parle devant un public. Et donc, une fois que l'objectif est mis en place, par l'intermédiaire du test musculaire, alors on parle d'intégrité musculaire. Ce n'est pas une épreuve d'effort, hein, parce que sinon on va avoir un kiné et on va faire autre chose. C'est un test qui est très doux, parce qu'elle permet, en fin de compte, d'avoir deux réponses. La première réponse, la personne va nous répondre. Oui, je souhaite avoir confiance en moi lorsque je parle devant un public. Mais inconsciemment, on a une autre réponse. Et moi, j'appelle ça la réponse du corps, ou plutôt l'inconscient. Et du coup, on peut mettre en évidence une incongruence. Et oui, moi je souhaite ça, mais il y a un blocage. Donc, ce qui est intéressant à travers la kinésiologie, c'est qu'on peut identifier tout ce qui peut limiter, bloquer, verrouiller la personne. Par cet intermédiaire-là, donc c'est ludique, c'est parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on a effectivement envie de quelque chose. Et souvent, j'entends au cabinet, mais c'est plus fort que moi. Une addiction au sucre. Il y a certaines personnes qui connaissent ça. C'est vrai, j'aimerais me retenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Et donc là, on va pouvoir, à travers le corps, trouver la meilleure solution. Et des solutions, sincèrement, il y en a. Parce que la kinésiologie absorbe tout ce qui existe comme technique. Dedans, on retrouve... Moi, je me suis formé à la kinésiologie, mais tellement j'ai trouvé cet outil intéressant, je me suis formé à d'autres techniques. Aujourd'hui, j'enseigne aussi à l'EFKP la PNL, l'hypnose, parce que je suis hypnothérapeute aussi. Et donc, du coup, vous verrez, il y a dans certains protocoles, des protocoles d'hypnose. Donc, on apportera des précisions. Vous n'allez pas devenir des hypnothérapeutes, mais vous allez avoir des outils. Des outils qui vont vous aider à aider les autres. Alors, la kinésiologie, on pourrait dire, oui, c'est bien, je peux aider les autres, mais c'est aussi s'aider soi-même. Il y a des gens qui viennent ici pour un développement personnel. Il y en a d'autres qui viennent pour se connaître. Et il y en a d'autres qui viennent ici pour, comme moi, au début, c'était pour m'aider. Et aujourd'hui, je suis devenu thérapeute. Kinésiologue, pardon. Alors, vous dire que le FKP vous emmène un panel d'outils. Mais sincèrement, vous allez avoir des techniques qui vont être liées à l'émotionnel, tout ce qui peut être libération de stress émotionnel. Il y a des outils qui sont liés aussi au mental, qui peuvent créer de la motivation, de la confiance en soi, de l'estime de soi, travailler aussi sur des comportements. Et il y a aussi des outils qui sont liés au structurel, le corps. Et à travers le corps, c'est lever une douleur, c'est aussi pouvoir équilibrer au niveau de la méditation, c'est aussi travailler sur l'énergétique de la personne. On vous a parlé de chakra. On peut travailler sur un méridien. En fin de compte, la kinésiologie, qu'est-ce qu'elle fait? Il existe des outils sur Terre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère ces outils. Et l'avantage de l'outil et du test en kinésiologie, c'est qu'on a un accès rapide et immédiat pour montrer à la personne le problème. Ça, c'est le numéro 1. De 2, c'est de trouver la meilleure équilibration sans porter un jugement. Ça, je parle d'écologie. L'écologie, parce que moi, je pourrais dire,
il te faudrait telle vitamine. Qu'est-ce que j'en sais, au fond? C'est ma perception. C'est peut-être pas sa réalité. Donc avec le test musculaire, on ne peut pas se tromper. Parce que c'est le corps, et c'est l'intelligence du corps qui va nous donner la solution. Et généralement, quand on trouve la solution, on a un test musculaire qui est fort. Il n'y a plus de stress. Et quand on a fini l'équilibration, eh bien c'est pareil, on a 100% d'énergie. Voilà. Donc vous avez des tas d'outils. Je pourrais donner un exemple. Une douleur. Une douleur, on appelle ça en kinésiologie ou en médecine traditionnelle chinoise un point d'alarme. Si certaines personnes, vous allez voir qu'à l'EFKP, vous allez apprendre le trajet des méridiens. On peut voir aussi comment on peut remonter l'énergie d'une personne rapidement, si le corps le demande. Et donc, pour parler d'une douleur, on va simplement, avec la main, localiser. Donc ça s'appelle un scanning. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin de poser la main. Je vais juste, si je fais au niveau énergétique, et je vais utiliser le muscle indicateur qui va me donner une information. Ensuite, une fois que j'ai localisé, je peux aussi toucher avec mon doigt. Mais le but, c'est pas de faire mal à la personne. Le but est de localiser la douleur. Derrière, on peut même chercher une émotion. Parce que des fois, il peut y avoir une émotion bloquée. Et ensuite, on peut accompagner, il existe des tas de techniques comme l'accompagnement de la douleur sur un méridien. C'est-à-dire que pendant que la personne va tenir le point douloureux, nous, on va suivre le trajet. Et on va faire d'autres points. Et en fait, quoi, ça va permettre de diffuser la douleur sur le méridien. Et la douleur disparaît. Bien sûr, avec ça, on a parlé d'émotion. La personne a raconté son histoire aussi. Ben oui, si elle a une douleur au niveau du genou, elle va nous raconter son histoire pour lui permettre de se libérer. Donc des techniques, sincèrement, il y en a pas mal, et il y en a beaucoup. Et ça sera toujours, et je dis bien toujours, le corps qui nous donnera la réponse. Et moi, je trouve ça écologique, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. Et on fait confiance au test. Voilà.